Garde à vous. Nous allons maintenant passer au dépôt des gerbes. Nous allons maintenant lire nos morts et je vais demander donc à nos deux représentants des anciens combattants et à Philippe Bonani de maintenant se présenter devant le monument. Alliot Victor, mort pour la France. Bertrand Antoine, mort pour la France. Rodinière Henri, mort pour la France. Gaucher Eugène, mort pour la France. Boussard Edmond, mort pour la France. Boulet Lucien, mort pour la France. Buchon Paul, mort pour la France. Chambert Léon, mort pour la France. Donne Léandre, mort pour la France. Dos Robert, Évra Eugène, mort pour la France. Paulin Pierre, mort pour la France. Ilion Julien, mort pour la France. Hubert François, mort pour la France. Léon, mort pour la France. Ivanovitch Pierre, mort pour la France. Jarnaud Guillaume, mort pour la France. Jouve Maurice, mort pour la France. Jugé Albert, mort pour la France. Garde à vous. Hugo. Hugo. Général Ludendorff, chef d'état-major général des armées allemandes. Le 8 août 1918 fut le jour de deuil de l'armée allemande. Il marqua le déclin de notre force militaire et m'enleva l'espoir de trouver des expédients stratégiques qui eussent pu consolider la situation en notre faveur. Les 2 mois suivants, notre situation devint terriblement grave. La Bulgarie était tombée, l'Autriche-Hongrie sur le point de s'effondrer. On pouvait donc prévoir avec l'aide des combattants américains, l'ennemi ne tarderait pas à remporter une percée sur une très grande échelle. L'armée du front ouest refluerait pour traverser le Rhin et porter la révolution en Allemagne. Parce que la conduite de la guerre prenait le caractère d'un jeu de hasard et que la destinée du peuple allemand était un enjeu trop haut pour le hasard, il fallait terminer la guerre. Merci. Olivia. Souvenir d'un interprète français auprès de la 4e armée britannique. Le commandant de Cuverville fut appelé au téléphone dans l'après-midi du 9 novembre par le Quai d'Orsay. La stupeur se lit sur son visage lorsqu'il transcrit le message du ministre. Informé aussitôt le président de la République que le Kaiser a quitté subitement Spa et a franchi cette nuit la frontière hollandaise. La nuit est tombée depuis longtemps quand je parvins à Denain, où Raymond Poincaré vient d'arriver. Me voici devant la mairie où le président, éclairé par 2 torches, harangue au balcon ses compatriotes. Gravissant l'escalier 4 à 4, je transmets aussitôt le télégramme à Poincaré. Le président le lit rapidement, puis, se tournant vers les habitants, s'écrie d'une voix cassée par l'émotion. « Citoyens, je suis informé que l'empereur d'Allemagne Guillaume II s'est enfui et s'est réfugié en Hollande. La victoire est à nous. Vive la France, vive les Alliés. » Aline. Secrétaire d'État Herzberger, chef de la délégation allemande d'armistice, forêt de Compiègne, nuit du 10 au 11 novembre 1918. Dans le salon du wagon du maréchal Foch, une grande table avait été installée avec 4 places de chaque côté. Peu de temps après, le maréchal fit son apparition. C'était un petit homme au trait énergique et qui trahissait au premier coup d'œil l'habitude du commandement. La séance commença à 2h10 du matin. À propos de chaque article de l'armistice, j'essayais d'obtenir de nouvelles atténuations. Ce furent
l'article 28 sur la continuation du blocus qui provoqua les plus vifs débats. La lutte dura plus d'1 heure. Je déclarai que le procédé n'était pas fer. Un amiral anglais s'emporta. Un fer, souvenez-vous que vous avez coulé nos bateaux sans aucune distinction. Sur la proposition du maréchal Foch, on décida d'inscrire 5 heures, de sorte que l'armistice pourrait avoir un effet 6 heures plus tard, par conséquent à 11 heures du matin, heure française. Il était 5h20, 2 exemplaires furent signés. Le maréchal Foch et l'amiral Wemyss signèrent les premiers, puis les plénipotentiaires allemands, les larmes aux yeux. Les délégations prirent congé l'une de l'autre en se levant de leur siège. On ne sera pas des mains. Alexandre. Eugène P., 18 ans en 1994. Non, 1994.